Bien, ceci étant dit, pourquoi m'avez-vous invité? Je ne le sais pas, mais si j'ai quelques regards que je pourrais apporter, ce serait plutôt l'expérience de l'intégration dans un peu partout dans le monde, sauf ou en dehors de la région. Alors, je vais passer 5 minutes à peut-être résumer ce qui me paraît être les 3 points les plus importants. Et si j'ai encore 2 minutes de plus, je voudrais parler d'ASEAN, dont a parlé Ben Hamouda un peu plus tôt, parce que c'était une expérience qui, tous les pays étant différents, tous les accords étant différents quand même, c'est quand même la région au monde qui a le mieux intégré ce que l'on appelle aujourd'hui la chaîne des valeurs. Et en fait, c'est en allant bien au-delà du multilatéralisme, et ça a été par des accords régionaux qui ont été très progressifs. En fait, tout au début, ASEAN n'avait rien à voir avec les accords préférentiels. Ce n'était pas ce qu'on appelait le régionalisme du XXe siècle. Qu'est-ce que c'était le régionalisme du XXe siècle? C'est j'échange l'accès à mon marché pour l'accès au tien. C'est ce qu'on faisait tout au XXe siècle. Mais maintenant, au XXIe siècle, tout ça, c'est fini. Les nouveaux accords régionaux, c'est je vais, et je sais que c'est difficile dans la région, j'échange mes réformes pour vos usines. Mes réformes pour vos usines, ça veut dire, c'est ce qu'a fait l'ASEAN, et d'ailleurs, ça a bien été montré, c'est que de façon unilatérale et régionale, tous les pays, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était attirer l'investissement direct du Japon. Donc ici aussi, on veut attirer l'investissement direct. Je n'ai pas dit d'où, je ne sais pas, mais en tout cas, pour attirer l'investissement direct dans cette région, c'était du Japon. Et pour l'attirer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait des réformes. Et donc, unilatéralement, c'était la guerre, c'était la course à la réduction de la protection. Les pays, les uns après les autres, réduisaient la protection pour essayer d'attirer l'investissement étranger. Et en plus, ils ont eu des accords régionaux très ouverts, dont en particulier les règles d'origine qu'il y a dans tous les accords préférentiels sont les plus libérales au monde, et de loin. Donc c'est un exemple qui mériterait d'être... qui mérite peut-être d'évoluer. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur... qu'est-ce qui pourrait attirer l'IDE? Bon, à un premier niveau, fondamentalement, c'est trop facile à dire, mais je vais le dire quand même, c'est les institutions. Bon, les institutions, c'est quelque chose qui se développe très, très lentement et dans le long terme. Il faudrait avoir des institutions inclusives plutôt qu'extractives. Je fais référence à un ouvrage récent que j'aime beaucoup, que j'ai eu plaisir à lire de Acemoglu et Robinson, qui s'appelle Why Nations Fail. Enfin, il regarde l'évolution des institutions et des succès économiques sur 2000 ans, un peu vraiment partout dans le monde. Et en fait, leur grand argument, c'est que finalement, il faut des institutions inclusives. Les institutions inclusives, c'est des institutions politiques inclusives et des institutions économiques inclusives. Et donc, à ce niveau-là, c'est certainement très important pour attirer l'IDE, mais évidemment, dans le moyen terme, dans les années à venir, les institutions ne vont pas nécessairement devenir extractives à inclusives aussi rapidement qu'on le voudrait. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu des tournants, ça ne s'est pas fait toujours aussi rapidement. Alors, quoi d'autre? Je dirais qu'un cadre macro prévisible est peut-être ce qu'il y a de plus important. On peut toujours déclarer, nous allons attirer l'investissement, on a besoin d'un grand marché, ce que j'appelle le il-fautisme, c'est-à-dire il faut, mais comment? Bon, alors, le Costa Rica, ils ont bien attiré Intel. Est-ce qu'ils ont attiré Intel parce qu'ils avaient un gros marché? Non, donc toutes les expériences sont différentes. C'est mieux d'avoir un grand marché que de ne pas l'avoir, mais ce n'est pas nécessaire, surtout pour participer dans les chaînes de valeur. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un très gros marché. Maintenant, il y a de plus en plus de délocalisation. Je vais y revenir pendant 2 minutes, j'ai encore 2 minutes, sur les services, qui est quelque chose de peut-être très important pour la région, ou du moins qui pourrait l'être. C'est qu'il faut un cadre macro-prévisible. Et le cadre macro-prévisible, entre autres, c'est d'avoir un taux de change réel qui ne soit pas surévalué et, si possible, sous-évalué. Ça, good luck, c'est difficile parce qu'un taux de change sous-évalué, c'est être très compétitif. Et si vous êtes très compétitif, presque tous les épisodes de succès dans le décollage des exportations dans les pays, c'est les pays qui ont réussi, il faut l'appeler manipuler, ou du moins avoir un taux de change compétitif. Et maintenant, évidemment, ce qui est très très difficile dans la région,
c'est qu'un taux de change réel compétitif, c'est pas très bon dans une situation où on a une révolution et maintenant il faut d'un moyen ou d'un autre, on a des engagements. Les engagements, évidemment, c'est difficile d'avoir un taux de change réel compétitif puisque l'effet redistributif serait très largement estompé. Donc ça, c'est tout de même... Le taux de change réel, c'est un gros problème. Mais c'est aussi un gros problème pour d'autres choses. Enfin, il y a un bouquin et d'autres qui essayent de faire un peu les comparaisons entre régions et sous-régions, puisque dans la région, il y a vraiment 3 sous-régions. Et ce qu'on trouve, c'est qu'après avoir contrôlé pour beaucoup d'autres facteurs, le secteur des services, ici, est plutôt sous-évalué. Alors, à l'époque, on disait toujours les services d'antan, le secteur des services d'antan, vous avez un taux de change surévalué, c'est bon pour les services, puisque vous allez produire dans les services qui sont non échangeables plutôt que dans les manufactures échangeables. Et les services sont intensifs en main-d'œuvre, donc on va créer des emplois, qui est le gros problème. Mais en fait, aujourd'hui, les services sont devenus échangeables, très largement par rapport aux services d'antan. Donc, en fait, il faut avoir un taux de change compétitif si on veut attirer des investissements dans les services. Et les services, c'est ce qu'il faut pour participer dans les chaînes de valeur. Donc c'est quand même là un problème auquel on n'avait pas pensé jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Et depuis 10-15 ans, c'est clair que être compétitif dans les secteurs des services, c'est très important pour entrer dans les chaînes de valeur. Et dernière chose, qu'est-ce qu'on a appris des accords régionaux? Alors, en 2 mots, à une époque, je me rappelle, à l'époque j'étais à la Banque mondiale, et en 1992, tout le monde se disait bon, on ne va jamais arriver à conclure le cycle de l'Uruguay, et on avait proposé une conférence qui en fait avait eu beaucoup de succès, parce que à cette époque, les États-Unis étaient en train de commencer l'ALENA. Tout le monde se disait il faut assurer ses arrière-gardes si ça ne fonctionne pas. Et les accords régionaux de l'époque étaient devenus Nord-Sud, qui étaient déjà différents des accords précédents. Mais ce qui est différent fondamentalement dans les accords régionaux du XXIe siècle, c'est que ce sont des accords régionaux profonds. Les accords régionaux profonds, c'est aller au-delà de ce qu'on négocie au GATT, qu'on appelle le General Agreement to Talk and Talk. Et donc, c'est dans ces accords régionaux profonds et qu'on a fait beaucoup et aussi dans les accords bilatéraux d'investissement, il y en a plus de 2500 des accords bilatéraux d'investissement, surtout sur l'investissement. Alors beaucoup de mesures ont été prises pour essayer d'aller plus loin, puisqu'on n'arrive pas à négocier multilatéralement, dans les investissements. Et bien malheureusement pas grand-chose du côté de la mobilité et du travail. Donc l'expérience sur les accords régionaux, sur l'attrait des investissements, beaucoup d'études ont été faites pour Mercosur, pour l'ALENA ailleurs, qui essayent de voir si, suite aux accords, ce sont des accords qui vraiment ont été, ils ont été mis en œuvre. Et est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'investissement direct de l'étranger suite à ou à cause de la réponse est en général, il y a, pour les accords régionaux profonds, il y a eu, et ça c'est le point positif, il y a eu une augmentation dans l'investissement direct à la fois à l'intérieur de la région et de l'extérieur. Donc il y a quand même un bénéfice à avoir ces accords régionaux profonds. Enfin, pour la région, malheureusement, dans ce rapport qu'on avait écrit, qui est terminé en fin 2010, il y avait encore un peu de retard dans la déréglementation, la diminution des barrières au commerce. Et j'ai un PowerPoint qui donne beaucoup de chiffres là-dessus. Et on avait toujours l'impression que je sais que Moustapha et autres avaient écrit plusieurs rapports qui disaient toujours la région, on a fait beaucoup de progrès, on va de l'avant, mais bon, tout est relatif et il y avait d'autres régions qui semblaient peut-être aller encore un petit peu plus vite. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie.